Enfin, je veux dire, maintenant, la notion d'auteur de jeu, elle est réelle, elle est existante, elle est pertinente. Tu as aussi créé ton entreprise Ludelia, Oui, spécialisée en conseil et accompagnement dans l'univers du monde ludique, oui. et en sourcing aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le sourcing? Alors, ce qu'est le sourcing, c'est un mot anglais. Non, je rigole. Le sourcing, c'est que, enfin, moi tel que je le définis, enfin tel que je le pratique, je vais beaucoup sur des festivals, enfin sur des manifestations ludiques, des festivals, des salons, ou même des rencontres dans des cafés ludiques, et je rencontre des auteurs. Et moi, j'adore tester des prototypes de jeux. Et alors, c'est vrai que je suis très axée sur les jeux enfants parce que c'est vraiment ma spécificité. Déjà, c'est un public avec lequel je travaille énormément. Et j'aime beaucoup, comment dire, découvrir des jeux justement pour, on va dire, 3-10 ans, parce que c'est vraiment l'âge enfant. Après, on passe au pré-ado-ado. Et donc, je vais à la rencontre d'auteurs pour les découvrir le jeu, mais aussi d'éditeurs. J'aime bien voir leurs nouveautés puisque j'utilise leur matériel au centre de ressources. Voilà, je suis beaucoup dans l'humain, j'aime bien aller au contact des gens, mettre un visage et un nom sur un prototype parce qu'on n'est pas après amené à se rencontrer tout le temps. Après, c'est souvent des échanges de mails ou des envois par la poste, des choses comme ça. Voilà. Et donc, effectivement, je vais à la chasse ou à la pêche au prototype en me disant tiens, ce tel jeu pourrait être pour tel ou tel éditeur. Voilà, en sachant que je travaille pas pour tous les éditeurs parce qu'il y en a qui ont des personnes spécifiques au sein de. Moi, j'interviens en freelance pour certains. Donc, du coup, tu travailles surtout pour des jeux destinés aux enfants. Oui, Est-ce que le développement est différent de celui d'un jeu pour adultes? oui, oui. Non, oui, la question. Oui et non. Non, non. Il y a comment dire. Oh la question. Oh la question. Là, ce qui est en commun, je dirais plutôt ce qui est en commun par rapport à la différence, c'est le plaisir du jeu. Pour moi, c'est important. Quand je regarde un jeu, que ce soit un jeu pour adultes ou un jeu pour enfants, enfin qui que ce soit, c'est l'intérêt, c'est la mécanique du jeu, l'originalité, et surtout le plaisir, la rejouabilité, comme je l'ai déjà dit peut-être, oui, voilà, je me répète. C'est le stress qui monte. Voilà. Après, effectivement, il faut tenir compte des compétences qui ne sont pas les mêmes chez un enfant et chez un adulte. Et en plus, chez enfant, il y a différents stades de développement. On va pas proposer le même type de jeu à un enfant de 3 ans qu'un enfant de 5 ans, qu'un enfant de 7 ans. Hein, on le voit beaucoup là en ce moment là, puisqu'on teste des protos. En plus, il y a un art charnière, hein, l'âge où l'enfant sait lire ou pas. Donc mais c'est ça qui est intéressant, c'est de connaître les différents apprentissages. Et c'est pour ça que je suis contente aussi de travailler avec des instituts parce qu'il y a vraiment un accompagnement. Je peux me reposer sur elles pour être sûre que je me trompe pas dans l'apprentissage de certaines notions. Que c'est pas forcément en termes d'écriture, ça peut aussi être la notion d'espace, la notion, voilà, des choses. Est-ce qu'indépendamment de leurs compétences plus limitées que les nôtres adultes, Oh le mot. Est-ce que les enfants jouent différemment que les adultes? Est-ce qu'ils jouent différemment Il me pose des questions, le vilain. Oh, j'étais pas préparée à ça. Est-ce qu'ils jouent différemment Ce qu'il y a chez les enfants, enfin, c'est l'engouement qui n'est pas le même, l'engouement et la curiosité. Par engouement, tu veux dire que l'enfant rentrera plus facilement dans un jeu que l'adulte? J'entends engouement, curiosité,
aussi une certaine innocence. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'adultes, Il y a une réticence préalable chez les adultes. Ils ont peur d'être mis en difficulté. Alors oui, on en avait parlé. Enfin, ça, l'histoire de mise en difficulté, c'est je le vois lors de festivals où je tiens un stand d'éditeur, où on est dans la proposition de jeu, où l'enfant est très enthousiaste, très excité, je veux jouer à ça. Et souvent, il y a des parents qui me disent, enfin, je dis les parents parce que c'est des personnes qui accompagnent, qui disent, je ne sais pas jouer. Et parfois, c'est pas je ne connais pas la mécanique du jeu, c'est je ne sais pas jouer, je ne sais plus me mettre en situation de jeu, me poser, oublier que j'ai les courses, le repassage, et me mettre en me disant bon bah je vais jouer, je vais prendre du plaisir, ne serait-ce que donner du plaisir à mon enfant en jouant avec lui. Et puis il y en a beaucoup, c'est vrai, qui ont peur d'être en échec, alors il y a ceux qui ne savent pas perdre, et puis il y a ceux qui ont peur de perdre de la valeur aux yeux de leur enfant. Et c'est ça qui est intéressant dans le métier de ludothécaire, c'est que nous, on doit aller à l'encontre de ça, là, justement, travailler sur la mise en confiance, voilà. Est-ce que les jeux pour enfants sont de meilleure qualité aujourd'hui qu'il y a quelques années? Tu parles en termes de produits physiques ou en termes de globalité? Il y a eu... C'est sûr que quand on regarde le jeu actuel et le jeu des années 70, c'est pas du tout la même chose, ne serait-ce qu'en termes de packaging, en termes d'illustration. Avant, on était beaucoup dans les photos, en termes de boîtes de jeu, les facing étaient en photo. Là, on fait beaucoup appel à des illustrateurs et je trouve ça très très bien parce que ça valorise un métier. Oui. Ensuite, de meilleure qualité. Bon, certainement pour certains produits et surtout qu'il y en a qui reviennent beaucoup à des produits éco-responsables, c'est ça? Et au niveau et mécaniquement, est-ce qu'il y a les éditeurs sont plus soucieux de la mécanique? Est-ce que il y a eu du progrès au niveau des mécaniques? Oui. Ça n'empêche pas qu'on réédite des classiques que je nommerai pas, que tout le monde connaît. Parce que pourquoi arrêter quelque chose qui fonctionne très très bien en mettant toujours une petite touche en plus, soit de l'électronique, soit une carte en plus, voilà. Mais c'est vrai qu'en termes de mécanique de jeu, il y a eu vraiment de l'évolution. Enfin, je veux dire, maintenant, la notion d'auteur de jeu, elle est réelle, elle est existante, elle est pertinente. Parce que avant ici il y a eu des très bonnes choses. Moi j'aurais bien voulu avoir inventé des jeux que je nommerai pas. On a le droit de faire de la publicité. Non, je rigole. Mais oui, il y a eu vraiment des progrès. Même s'il y a des thèmes qui sont toujours pareils. Enfin, je veux dire, on a toujours des jeux de mémoire, des jeux de rapidité, des jeux abstraits, des jeux voilà. Mais il y a des univers qui se sont créés fabuleux. Il y a un sujet qui fait souvent débat, c'est est-ce que le jeu est genré? Oh. Des jeux pour filles ou des jeux pour garçons? Oh mon Dieu. Je pense notamment au choix de Abba, d'avoir troqué la couleur jaune de ses boîtes contre du rose pour certains des jeux qui parlent de princesse ou de licorne. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Alors ça, c'est vrai que c'est la grande discussion. D'ailleurs, il y a de nombreux écrits là-dessus. Et puis c'est vrai que le jeu genré, enfin le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, ça fait un petit peu sursauter. On le voit aussi dans certains catalogues où il y a les pages roses, où il y a les pages bleues. On le voit aussi dans certains packaging. Moi, je l'ai vu il y a pas très longtemps en bas de chez moi dans le local à Odure où il y avait un packaging pour passer un aspirateur pour faire comme maman. Voilà, mais il y a une grande surface qui a contrebalancé justement, qui a fait une publicité où on voit un petit garçon qui pouponne et une fille qui, me semble, fait du bricolage. J'ai trouvé ça très très bien. Mais c'est exaspérant parce que les enfants sont pas du tout comme ça. Moi, je vois au centre de ressources, j'ai un enfant, il a des triplés, hein. Il est débordé. Voilà. Et puis moi il m'est arrivé de travailler dans certaines structures où les parents refusaient qu'un garçon joue avec une poupée, on sait jamais ce qu'il pouvait devenir, ou
Alors on sort toujours le même speech, c'est pas parce qu'un enfant va jouer aux Cowboys indiens qui va tenir une arme qui va devenir un serial killer. C'est pas parce que, enfin, c'est à l'heure actuelle maintenant tous les papas participent à la maison, c'est normal, c'est même pas aider sa femme, ça fait partie de la vie. Enfin, c'est tout à fait normal et non, moi la notion de jeu genré me gêne un petit peu. Mais il est vrai qu'il y a des thèmes qui vont plus être attribués aux filles qu'aux garçons et faut essayer de contourner. Mais moi j'aime bien les petites boîtes roses de chez Abba. J'aime bien. Et les garçons y jouent. Les garçons y jouent. Après c'est la proposition de jeu. C'est vrai que si tu proposes la boîte comme ça, hein, le garçon sera peut-être pas attiré. Mais quand je fais la proposition de jeu et qu'ils voient les pierres précieuses, du coup ils pensent à trésor et ils oublient la couleur rose. Hein. C'est nous en tant qu'adultes qui avons un petit peu tendance à les influencer.